Nous sommes de plein pied dans la saison des pluies. Alors, je ne saurais dire si c'est la petite saison des pluies ou la grande saison des pluies, tant le dérèglement climatique se signale depuis quelques années. En tous les cas, il pleut. C'est ce qu'on va retenir. Et quand il pleut, il y a aussi que les occupations anarchiques en souffrent au plus haut point. Et les décisions gouvernementales, tous les ans, consistent tout simplement à demander aux populations riveraines de ces zones à risque de quitter les lieux. On en parle ce soir avec deux invités. Daouda Konaté, il est le directeur de la météorologie nationale, et Aou Konan, directeur du suivi de l'exploitation et de la qualité à l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Avec eux, donc, on sera ensemble tout au long de cette émission. Pour le volet artistique, la T-Bun sera en attraction et nous reprendra deux titres, notamment I Believe in You de Lokwa Kanza. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir tous les soirs dans la télé d'ici sur ANCI, la nouvelle chaîne ivoirienne ce soir. On va parler de météo, on va surtout parler d'assainissement. On a beaucoup le plaisir d'être en compagnie de Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue également à Aou Konan, directeur du suivi de l'exploitation et de la qualité au niveau de l'ONAD. Bienvenue. Bonsoir. J'essaie de faire un petit... pour essayer de faire la jonction entre vos deux unités, vos deux structures, pour voir si je suis bien ou pas. Changement climatique. Pauvreté des sols, au nombre des conséquences, appauvrissement des sols, on peut le dire, et autre conséquence, manque d'eau, inondation dans les grandes villes. Est-ce que j'ai bien résumé le lien où il faut rajouter des choses? Pour la météo, oui, c'est un peu ça. Oui. L'incidence de la météo sur l'assainissement? Oui, la gestion des eaux pluviales surtout. D'accord. La gestion des eaux pluviales de l'assainissement. Ça va, je ne me suis pas loupé. Ça va, Pierre? Ça va, merci. Ça va, princesse? Ça va, merci. Très bien, d'accord. La météorologie, je l'ai lu sur le site de la Sodexam, est une science qui étudie le temps présent, le temps qu'il fait tout de suite ou dans pas très longtemps, et devant ma porte ou pas très loin. Elle se définit donc par des valeurs instantanées et locales de la température, de l'humidité de l'air, des précipitations, de la pression, de la nébulosité, c'est-à-dire la couverture nuageuse. C'est bien résumé? C'est ça. Ça vous fait quoi quand on dit qu'il ne faut pas se fier ou on ne peut pas se fier à la météo en Côte d'Ivoire? C'est pas qu'il ne faut pas se fier à la météo en Côte d'Ivoire, il faut plutôt regarder la météo en Côte d'Ivoire, suivre les informations de la météo en Côte d'Ivoire. On dit que c'est erroné, que ça ne correspond jamais, on annonce le soleil et qu'il pleut après. Oui, en fait, c'est des prévisions. Les prévisions ont toujours une incertitude. Et une incertitude, il y a une incertitude qui existe, qu'il faut chercher à réduire, effectivement. La marge d'erreur, elle est de combien dans votre domaine? Alors, au niveau mondial, il est de 90%. Enfin, de bonnes prévisions. Il y a 10% de marge d'erreur. D'accord. En Côte d'Ivoire, on varie entre 73%. C'est pas l'inverse, hein, non? Non, c'est pas 90% de marge d'erreur et 10%. Non, c'est 90% de bonnes prévisions et 10% de marge d'erreur au niveau mondial. OK. En Côte d'Ivoire, nos indicateurs nous donnent de 73% à 84% en fonction des saisons. D'accord. Et vos indicateurs vous disent quoi par rapport à la saison des pluies? Est-ce qu'on est dans la grande saison des pluies, la petite saison? Ou est-ce que, bon, on fait comme on peut? Actuellement, on est dans la grande saison des pluies, qui démarre de avril jusqu'à juillet. Et la petite saison des pluies a lieu à partir de octobre-novembre. D'accord. 2 mois de saison des pluies, petite saison des pluies, et 4 mois de grande saison des pluies. D'accord. Quand on discute avec des personnes d'un certain âge, on nous dit qu'à l'époque, il y a des décennies de cela, la Côte d'Ivoire avait des pluies ininterrompues sur une semaine, voire au-delà. Aujourd'hui, il pleut par à coup. On est un peu dans une sorte de système nalassonant. Qu'est-ce que vous en dites? C'est dû à quoi? C'est un peu l'impact du changement climatique. En fait, il y a eu beaucoup de variations climatiques qui se passent. Donc, ça influence énormément les limitations des saisons. En fait, je dirais même, j'ai dit tout à l'heure, il y a 4 saisons. Il y a la grande saison, petite saison. Mais en réalité, en fait,
il n'y a plus de saison. Parce que tout est continu. On n'a pas des pluies telles que grande saison, des pluies petite saison, mais on a des pluies tout le temps, entrecoupées des saisons sèches, etc. Donc, je dirais qu'en fait, avec les changements climatiques, on a tendance à dire qu'il n'y a plus de saison. D'accord. Mais seulement, on fait un suivi régulier de ces intempéries, de cette pluie-là, pour alerter au mieux les populations. On ne sent plus non plus l'harmattan comme par le passé. Enfin, à la limite, on en parle un jour en passant. À Abidjan, je parle d'Abidjan et tout. C'est une bonne chose ou pas, finalement? Je ne sais pas. Enfin, est-ce que vous aimez particulièrement l'harmattan? Je n'ai pas connu l'harmattan, oui, bon, c'est quelque chose que je connais ici. Non, je pense que toutes les saisons... Les lèvres qui s'assèchent... je pense qu'au-delà des personnes, en fait, toutes les saisons ont leur place et que c'est utile quelque part, donc ouais. D'accord. Et c'est aussi l'une des conséquences du dérèglement climatique, oui, c'est aussi une conséquence du dérèglement climatique, surtout la partie sud du pays. En fait, l'harmattan sévit toujours au nord. Absolument. Comme il y a 30 ans, il y a 20 ans. Mais actuellement, il y a un dérèglement qui fait que l'harmattan n'arrive pas tout à fait au sud, parce qu'il y a un poussé aussi de la mer qui pousse l'harmattan vers le nord. La mousson. Donc, c'est un peu ce conflit qui existe dans la partie sud qui fait qu'on ne sent pas trop l'harmattan dans la partie sud. À Oukonan, c'est quoi le périmètre d'action de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage? Je dirais que le périmètre d'action de l'ONAD est dans sa définition, on dit l'Office national, donc l'ONAD a une compétence nationale. D'accord. Son périmètre d'action, c'est tout le territoire national. Quelles sont ses attributions? Ses attributions, c'est d'appuyer le ministère en charge de l'assainissement qui est chargé de mettre en œuvre la politique de l'État en matière d'assainissement. Et donc, le rôle de l'ONAD, c'est d'appuyer de façon opérationnelle, sur le volet opérationnel, ce ministère-là, dans la mise en œuvre de la politique de l'État. C'est bien que vous parlez de politique gouvernementale, de politique de l'État. Il était promis qu'à l'horizon 2015, la production d'eau potable par la réalisation des ouvrages à Abidjan et dans les villes de l'intérieur du pays serait un acquis. On avait promis aussi de développer des systèmes d'adduction d'eau de nouvelles localités qui n'en bénéficiaient pas, en privilégiant les localités de plus de 10 000 habitants. Où est-ce qu'on en est en 2020? Excusez-moi, ça ne fait pas partie de l'attribution de l'ONAD, mais plutôt de l'ONEP. D'accord, l'Office national de l'eau potable. L'Office national de l'eau potable. D'accord. Voilà, nous, c'est le volet assainissement. Le volet assainissement. Est-ce que vous n'intervenez pas sur les structures, notamment sur les infrastructures du moins? Sur les infrastructures d'assainissement et de drainage, mais pas sur les infrastructures d'eau potable. D'accord. Et les questions d'épuration? Épuration, il y a deux volets. C'est-à-dire au niveau de l'eau potable, on a l'épuration aussi parce que l'eau qui sort dans le robinet, pour qu'il soit potable, il faut qu'il soit épuré, il faut qu'il soit traité. C'est cela. En même temps, en assainissement, on a aussi des systèmes d'épuration parce que les eaux usées, avant de les rejeter dans la nature, normalement, ne doivent pas être rejetées n'importe comment. Il faut qu'ils soient rejetés en respectant certaines normes de l'environnement. Justement, dans la politique gouvernementale, l'un des objectifs spécifiques, c'était donc d'épurer intégralement l'ensemble des eaux usées collectées avant leur rejet dans le milieu récepteur, professionnaliser la filière de gestion des boues de vidange. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en 2020? Il faut dire que sur le premier volet concernant l'épuration des eaux usées avant leur rejet dans la nature, nous n'en sommes pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a eu une étude au niveau d'Abidjan. C'est au niveau d'Abidjan que la grande partie des infrastructures publiques d'assainissement sont concentrées. Donc, il y a eu Parce qu'il n'y en a pratiquement pas à l'intérieur du pays. Voilà, il n'y en a pratiquement pas. Et donc, il y a une étude qui a prescrit en fait, les grandes orientations du développement de l'assainissement à l'horizon 2030. Mais ça a été chiffré et aujourd'hui, l'État est en train de rechercher les financements pour mettre en œuvre ces schémas-là. Et ce schéma-là prévoit globalement 5 points principaux de traitement des eaux usées à Abidjan. Le fameux schéma directeur. Oui, le schéma directeur, avant leur rejet dans la nature. D'accord. Mais je veux dire, la mise en œuvre de ce schéma directeur-là n'a pas encore commencé véritablement. L'État est toujours à la recherche des fonds. Donc, je veux dire, sur ce point-là, il y a pas, on n'en est pas encore là, à l'épuration des eaux avant le rejet. D'accord. Maintenant, au niveau de la gestion des boues de vidange, il
faut dire qu'il y a un démarrage. Quand l'ONAD a commencé à être opérationnel en 2013-2014, un des axes stratégiques de l'ONAD était de mettre de l'ordre, organiser le secteur des boues de vidange. Parce qu'il faut dire que ce secteur-là est pratiqué, enfin est utilisé par plus de 80% de la population nationale. Donc, je veux dire, c'est plus de 80%, 80 à 90% de la population nationale qui utilise ce secteur. Donc, c'est vraiment important, c'est un volet important en matière d'assainissement. Donc, pour mettre en œuvre ce axe stratégique-là, l'ONAD a commencé d'abord par organiser les professionnels du secteur. Vous savez, lorsque vous avez vos fosses septiques à la maison qui sont remplies, il y a des opérateurs que vous appelez qui viennent, privés, qui viennent vidanger et pour aller rejeter. Et il se trouve que le secteur n'était pas organisé, donc les gens travaillaient un peu en désordre. Donc l'ONAD a décidé de les organiser. Donc aujourd'hui, dans l'organisation, d'abord, lorsque les eaux des fosses septiques sont collectées, les gens les rejetaient un peu n'importe où. Donc aujourd'hui, on a essayé il y avait des infrastructures qui existaient sur le réseau d'égouts publics pour rejeter ces bouts de vidange-là, qu'on a réhabilité, de sorte qu'au niveau d'Abidjan, les eaux collectées sont rejetées dans ces endroits-là qui sont sous contrôle. Et puis, au niveau de l'intérieur du pays, comme on n'a pas d'égout public, l'ONAD a entrepris de construire ce qu'on appelle des stations de traitement des bouts de vidange. C'est-à-dire que ce sont des... Rien à voir avec les stations de dépotage? Non, c'est-à-dire qu'à Abidjan, on parle de dépotage parce que lorsque les opérateurs récupèrent les bouts, ils vont les dépoter dans le réseau public, dans le réseau d'égouts publics qui l'évacue. Qui l'évacue où? Dans la lagune? Non, normalement, c'est dans la mer. Aujourd'hui. Ça se fait dans la mer? Oui, aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est que la lagune, elle se transforme en grande saison des pluies notamment, elle devient complètement kaki, marron. Oui. C'est de la boue, j'imagine. Non, c'est-à-dire que oui, c'est la boue. C'est-à-dire que, comme vous dites, en saison des pluies, c'est que c'est de la boue parce que les eaux de ruissellement partent non seulement avec les déchets, mais en plus avec l'érosion des sols. D'accord. Voilà, et donc c'est tout ça qui fait que la couleur de la lagune change. Ok, donc pour revenir à ce que vous disiez, ces eaux usées, la boue de vidange est déversée dans la mer. Oui, pas directement. C'est-à-dire que le réseau d'assainissement public, c'est-à-dire qu'il faut dire qu'Abidjan, il y a une partie d'Abidjan qui dispose d'un réseau d'égouts publics et puis l'autre partie qui ne dispose pas des réseaux normalement, fonctionne avec le système d'assainissement autonome, c'est-à-dire les fosses septiques les plus perdues. Dans la partie qui est connectée au réseau d'égouts publics, le système est un système, une conduite qui parcourt Abidjan du nord au sud. Ça commence à Bobo, ça se termine à Port-Boué. Et les eaux sont drainées. Il y a une grande station au niveau du carrefour Bietri, qu'on appelle une station de pré-traitement. D'accord. C'est-à-dire que toutes les eaux sont acheminées à cette station-là. Et au niveau de cette station-là, on fait ce qu'on appelle le pré-traitement, c'est-à-dire on enlève les déchets solides, on enlève les graisses, on enlève les sables. Et puis donc l'eau a une certaine qualité. D'accord. Donc, et est déversée dans la mer. On rejette dans la mer à 1 kilomètre, plus d'1 kilomètre de la rive. Et ce qui est retenu, ça part où? Les déchets solides, la graisse et tout? Les déchets solides, la graisse, il y a un circuit d'élimination, c'est-à-dire que il y a l'État... Qui est fonctionnel? Qui est fonctionnel. L'État a un contrat avec la SODECI pour l'entretien de ces ouvrages-là. D'accord. Donc la SODECI, c'est la SODECI qui fait ces opérations-là et l'extraction des graisses. Il y a un système pour éliminer les graisses. Les sables et les déchets solides sont évacués à la décharge publique. D'accord. Est-ce que la construction des infrastructures d'assainissement et de drainage, justement, parvient à couvrir toute la population et suivre le rythme de l'urbanisation qui, justement, galope, quoi? Vous avez touché du doigt un des problèmes 25 millions d'habitants. Un des problèmes cruciaux du moment, c'est que, en réalité, la gestion des eaux pluviales, j'allais dire, est gérée sur 3 aspects. D'abord, il y a la construction et le renforcement des infrastructures. Ensuite, une fois que les infrastructures sont construites, il faut les entretenir pour qu'ils continuent de jouer leur rôle en permanence. Et puis, le 3e volet, c'est au niveau de la population. Il faut sensibiliser la population à la bonne utilisation de ces ouvrages-là. Mais il faut dire que l'État a mis en place un certain nombre d'infrastructures d'assainissement depuis les années, je dirais, 80. Mais il faut dire que depuis un certain temps, l'urbanisation de la ville se fait galopant, mais les infrastructures, le développement des infrastructures ne suit pas l'urbanisation.
Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a un gros déficit au niveau des infrastructures d'assainissement. Et c'est ce qui est en partie responsable de tous les dégâts qu'on constate. Et donc, c'est pour combler ce déficit-là qu'il y a eu les prévisions d'investissement prescrites par le schéma directeur dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on sait que vous faites des travaux pré-saison. À quel moment vous commencez la pré-saison et quel type de travaux vous effectuez? OK. Ce qu'on a appelé les travaux pré-saison, bon, je veux dire, normalement, à l'origine, la définition, c'était que c'est des travaux qu'on faisait avant la saison pour préparer les ouvrages à accueillir la saison des pluies. Donc, c'est-à-dire ça se faisait avant la saison des pluies, c'est-à-dire pendant le premier trimestre de l'année, parce que monsieur le directeur de la météo a dit tout à l'heure que la grande saison commençait en mars, en avril. Donc, c'est-à-dire on faisait au début de l'année, de janvier à mars, la pré-saison. Mais aujourd'hui, comme il a dit, il n'y a plus de saison. Donc, il y a la pluie en permanence sur l'année. Donc, ce sont des opérations qu'en réalité, on fait toute l'année, mais seulement voilà, à l'approche ou bien pendant les pluies, les opérations sont accentuées. Et est-ce que les ressources pour optimiser justement l'assainissement et le drainage sont à plus de 50% aujourd'hui? Non, je dirais non. On est vraiment largement au-delà, en deçà, parce que je vous ai dit que depuis un moment, l'urbanisation, le développement des infrastructures n'a pas suivi l'urbanisation. Donc, si vous vous promenez un peu à Abidjan et même dans la périphérie, vous allez voir que Abidjan s'étend chaque jour. Pourtant, dans les nouveaux quartiers qui se créent, il n'y a pas, les investissements ne suivent pas. Et donc, vraiment, c'est-à-dire aujourd'hui, ce serait difficile pour moi de donner un pourcentage en termes de couverture. Mais il faut dire que le déficit est, je peux dire, au-delà de 50% par rapport au périmètre de développement de l'urbanisme de la ville. D'accord. L'ONAD existe depuis maintenant plus de 6 ans. Enfin non, 6 ans, je pense, c'est ça? Oui, depuis fin 2013, depuis 2014. Voilà. Quels sont les travaux, justement, qui ont été effectués? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les travaux en matière d'assainissement sont des travaux qui sont un peu onéreux. Et donc, l'ONAD ne peut travailler qu'avec les moyens que l'État met à sa disposition. Et donc, avec ces moyens-là, au niveau d'Abidjan, on a essayé de réaliser des ouvrages là où les moyens permettaient de le faire, et puis également à l'intérieur du pays. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire là où il y a un investissement vraiment visible, palpable, important, c'est au niveau de la rue Ministre. Ah, la rue Ministre, au niveau de la rue Ministre, Riviera-Palmeraie. Voilà, Riviera-Palmeraie, c'est-à-dire actuellement, il y a un investissement là-bas, la construction, le renforcement des ouvrages de gestion des eaux pluviales là-bas. On a un projet qui a commencé là-bas depuis 2018 pour un peu plus de 6 milliards et donc qui devrait s'achever dans les mois qui viennent. Parce que vous savez, en 2018, lorsqu'il y a eu la fameuse pluie qui a créé beaucoup de morts, c'était cette zone-là qui était la plus impactée. C'est cela, on parlait d'une vingtaine de victimes. Voilà, et donc, c'est-à-dire il y a vraiment un gros travail de renforcement des ouvrages qui est en cours là-bas à hauteur de 1 milliard, ce qui est vraiment... Sinon, mais je veux dire, depuis tous les 6 ans d'existence de l'ONAD, chaque année, on essaye d'injecter en fonction des ressources disponibles. Il faut répartir entre le renforcement des infrastructures et l'entretien des infrastructures. Quand on parle comme ça veut dire que les moyens ne sont pas suffisants. On a bien compris. Pierre. Alors, on rappelait l'importance de la météo, nation agricole, et donc ça va vraiment dépendre de l'organisation et de la précision des bulletins pour certaines personnes. Aujourd'hui, on est en deçà de la marge d'erreur. Qu'est-ce qu'il faut pour atteindre cette norme mondiale? Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui à la Côte d'Ivoire en termes de capacité? Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a, je dirais, un minimum de capacité qui existe, parce que en fait, pour la météo, c'est un processus qui se met en place. Et je pense que pour pouvoir améliorer justement ces prévisions, les alertes, à la fois pour le secteur agricole, comme vous avez parlé, et d'autres secteurs, parce qu'il n'y a pas que le secteur agricole qui utilise les informations météo, c'est tout le monde, tous les secteurs socio-économiques qui utilisent. Alors, l'État a déjà signé un financement avec un partenaire, l'Agence française de développement, pour une mise en place pour moderniser toute la chaîne de production, de diffusion, d'analyse, de modélisation pour la météo. Et je pense que ce projet a été signé seulement la semaine dernière. D'accord. Donc, je pense que les choses se mettent en place. Donc, l'objectif sera... Non, c'est un projet qui dure, je dirais, 2-3 ans. D'accord. Donc, nous pensons qu'après 3 ans de mise en œuvre vraiment de ce projet-là,
nous aurons les capacités vraiment pour pouvoir apporter de meilleures informations aux populations, qui sont aujourd'hui, je dirais, nous sommes à 84% de bonnes prévisions sur tout le territoire national. Donc, on peut encore améliorer cela pour dépasser le seuil de 90% qui est au niveau mondial, bien sûr, qui existe. Alors vous parlez de ce système d'alerte dans ces périodes de grande pluie. Comment ça fonctionne en interne? Comment tout ça est mis en place? Alors, pour le processus des prévisions, nous avons 4 grandes étapes. Alors, il y a l'observation, la mesure. Après la mesure, il faut faire la modélisation, je vais expliquer un peu. Après, on passe à la prévision et maintenant le traitement et la diffusion des informations. Alors, pour l'observation, c'est sur le territoire national, on a des stations de mesure. On travaille H24, Combien? 24 à 24. Actuellement, il y a 3 types de stations, types de mesures. Il y a les 13 stations de référence mondiale qui existent sur 30 qu'on devait avoir par rapport à l'étendue du territoire national. Donc, le projet dont je viens de parler va nous amener à 30. Donc, on va atteindre la cible nationale des stations de référence mondiale. Ensuite, il y a le niveau 2, qui est les stations de pluviométrie. Nous avons une centaine. Au niveau national, par rapport à la superficie nationale, il nous faut environ 300-400. Nous sommes aujourd'hui à une centaine de postes pluviométriques au niveau national, actuellement d'observation pour pouvoir mesurer les informations météo. Après l'observation, aujourd'hui, ces informations-là sont transmises dans des centres mondiaux, comme on dit, de traitement. On n'a pas ces capacités internes. Donc, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui ont des grands calculateurs. En fait, c'est la modélisation. Il faut modéliser tout ça dans des grands programmes informatiques qui sont traités, qui font des milliards d'opérations à la seconde dans les calculateurs, qui renvoient après ces informations calculées, qui nous renvoient ces informations. Et à partir des informations, qui vont calculer le temps qu'il va faire à partir de l'observation, calculer le temps futur avec des millions d'opérations, des milliards d'opérations. Et ça nous renvoie ces informations-là. On reçoit ces informations. Elles ne sont pas gratuites? Non, on a des partenariats qui sont gratuites. D'accord. Elles sont gratuites. Pour l'instant, elles sont gratuites. Donc, on reçoit ce qu'on appelle chez nous les modèles numériques. D'accord. Juste pour comprendre, pour ne pas vous interrompre, OK, ils vous fournissent ces données dans le cadre d'un partenariat. Dans le cadre de ce même partenariat, qu'est-ce que vous donnez, vous, en retour? Parce que c'est un échange, j'imagine. Non, nous, on ne donne rien. C'est un partenariat mondial. D'accord. Les pays qui n'ont pas les moyens de pouvoir traiter l'information, faire les calculs, envoie ces informations dans ces grands centres. C'est un accord mondial avec, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la météorologie qui existe. Donc, on nous renvoie ces informations. D'accord. Et ces informations sont maintenant, nous, les informations brutes qui arrivent, on va les traiter. Donc, on va faire les prévisions. Les traitements qui sont faits. Et à partir de là, maintenant, on fait les alertes et les bulletins qui sont diffusés aux populations et aux secteurs socio-économiques. Donc, c'est tout ce cheminement-là qui va être amélioré dans l'avenir. Vous avez dit tout à l'heure, concernant les stands de pluviométrie, de traitement des données pluviométriques, qu'il y en a une centaine sur un objectif de 300. Ouais, 300, 400. 300, 400, comment ces sites ont été choisis? Ce sont des sites stratégiques, prioritaires? Non, en fait, c'est choisi parce qu'en fait, pour pouvoir implanter un poste pluviométrique, il y a les calculs à faire, en fait. Oui. On ne le met pas n'importe comment. C'est cela. Si vous avez 300 ou 100, vous le mettez en fonction de la cartographie qui existe. D'accord. Il n'y a pas de site privilégié parce qu'il faut le mettre en fonction de certaines distances. OK. Pour ne pas qu'il y ait des zones qu'on appelle des zones blanches, ou des zones où il n'y a rien, et des zones noires où il y en a plus. D'accord. Vous pouvez prévoir jusqu'à quand? Pardon? Vous pouvez prévoir jusqu'à quand? Alors, l'échéance actuelle, nous pouvons jusqu'à 3 jours. Ça, 3 jours. En fait, il y a 2 types de prévisions. Il y a la prévision qu'on appelle la prévision courte échéance, 3 jours, et la prévision saisonnière qui va jusqu'à 3 mois. Ça, les deux, nous le faisons, puisque pour la prévision saisonnière à 3 mois, nous avons un partenariat aussi avec au niveau de la sous-région, où il y a des experts qui se réunissent, ils font une trajectoire. Nous, à partir de cette trajectoire-là, nous l'adaptons au niveau national et nous faisons une diffusion.
OK, on est en forme d'interview croisée, hein, donc de temps en temps on fera de l'essuie-glace. Ça tombe bien puisqu'on parle de pluie, on parle de l'ONAS donc qui fait de l'assainissement. Alors, vous avez tout à l'heure parlé donc des fosses septiques, donc là on est vraiment sur l'utilisation domestique. Quid de l'assainissement en milieu industriel? Est-ce qu'il y a une maîtrise des rejets industriels? Première question. Deuxième question, est-ce que ces rejets et les traitements qui s'en suivent répondent aux normes en la matière, en termes de traitement? OK, merci. Une maîtrise des rejets industriels, je dirais vraiment, sincèrement, non. J'adore cette réponse. Vous dites sincèrement non, c'est bien. Voilà, c'est pas une réponse politique. Non. Super. Voilà, c'est-à-dire que normalement, j'ai dit que l'État a un contrat d'affermage avec la SODECI qui a en charge l'entretien et l'exploitation des ouvrages d'eau usée. Et donc, normalement, dans les zones industrielles, les industries qui produisent des eaux usées industrielles devraient avoir des unités de traitement internes. Est-ce le cas? Et ces unités de traitement, ça je ne peux pas répondre parce que ces unités de traitement internes, normalement, sont sous la responsabilité du CIAPOL. D'accord, le centre anti-pollution. Voilà, nos activités ne vont pas à l'intérieur des industries. D'accord. Mais par contre, ça dit que... vous échangez avec le CIAPOL, j'imagine. Pour rejeter les eaux usées industrielles dans le réseau d'égout public qui est géré par la SODECI, il faut que ça respecte certaines normes. Voilà. Hein, et là, vous n'êtes pas sûr que ça respecte? Il faut que ça respecte certaines normes techniques. Voilà. Ce dont on n'est pas sûr, si vous voulez, c'est ça. Maintenant, il se trouve que même en réalité, il y a beaucoup d'industriels qui devraient avoir des unités de traitement en interne qui ne les ont pas et qui rejettent un peu n'importe comment. N'importe comment. Et donc, ce volet-là, sincèrement, n'est pas maîtrisé. Maintenant, sur le contrat d'affermage avec la SODECI, il y avait des insuffisances et il y a un nouveau contrat qui a été négocié avec la SODECI, entre l'État et la SODECI, mais qui n'est pas encore rentré en vigueur. Donc, c'est-à-dire ce contrat-là a essayé de prendre en compte toutes les insuffisances du contrat passé pour essayer d'améliorer ce volet-là. Parfait. Marquons une pause. N'oublions surtout pas cette question de l'insuffisance et de la non-maîtrise de ce qui est rejeté par les entreprises, enfin les industries, les usines. On y revient juste après la pub. Chose promise, chose due. Faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI. À partir de 18h40 du lundi au vendredi, nous abordons des questions qui vous intéressent forcément ce soir. On est avec deux invités, le directeur de la météorologie nationale et le directeur du suivi de l'exploitation du côté de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, pour à la fois évoquer donc les risques climatiques et puis de l'autre côté l'ensemble donc du dispositif national de drainage et d'assainissement. Alors juste avant la pub, on parlait justement du rejet industriel. Vous n'êtes pas certain que les rejets industriels dans le réseau national, on va le dire ainsi, répondent forcément aux normes. Vous nous révéliez aussi une autre chose, c'est que vous n'êtes pas sûr que toutes les entreprises, finalement, disposent en leur sein du dispositif de drainage requis. C'est bien cela. Quel est le risque de traitement? Quel est le risque? Quel est le danger auquel on s'expose? Le risque, c'est que... D'abord, si on dit des eaux usées sont jugées d'industriels, si on demande à ce qu'ils soient pré-traités, c'est parce que lorsque ce traitement-là l'eau n'a pas fait l'objet de ce traitement-là, ça a forcément des impacts. D'abord, s'il est rejeté dans le réseo, ça a des impacts sur le réseau, ça peut dégrader le réseau. Maintenant, s'il n'est pas rejeté dans le réseau, parce que ça aussi, ça existe, qui rejette dans la nature, ça a un impact sur les populations. C'est cela. Et on évoque beaucoup la question de la nappe phréatique. Oui. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il y a aussi lieu de s'inquiéter? Oui, c'est-à-dire, j'ai évoqué l'impact sur les réseaux quand il est rejeté dedans, mais quand il est rejeté dans la nature, il n'y a pas de l'impact sur les populations, mais en fait, en même temps, il y a l'impact sur la nappe phréatique, mais qui va, au finish, impacter les êtres humains aussi qui vont boire. D'accord. Ce serait bien d'expliquer en français facile pour nos nombreux téléspectateurs et les internautes
le rôle de la nappe phréatique, pour qu'on comprenne un peu le lien avec l'eau qu'on consomme tous les jours. Pour l'expliquer assez simplement. La nappe phréatique, en fait, c'est une eau souterraine qui se trouve à des profondeurs allant jusqu'à 80-100 mètres en dessous du sol sur lequel on est. Et pour Abidjan, c'est dans cette nappe-là que la SODECI va puiser l'eau qui sort dans nos robinets. D'accord. Et donc, le fait de rejeter des produits qui ne sont pas sains? Voilà, c'est que les eaux de ruissellement, les eaux de surface qui sont issues des pluies comme de tous les rejets qui se font en surface, il y a un des modes d'élimination de ces eaux-là, c'est l'infiltration. Donc, tout ce qui s'infiltre aboutit forcément à la nappe phréatique. C'est sûr que, c'est-à-dire en traversant toutes les couches que ces eaux-là traversent pour atteindre la nappe phréatique, il y a une filtration qui se fait, mais pour que ça redevienne, je veux dire, pas nocif pour l'être humain à la consommation, ça dépend des couches que ça traverse. La traversée de certaines couches peut permettre d'éliminer complètement les souillures, mais en fonction du degré de contamination aussi, il peut arriver que ces eaux-là qui s'infiltrent arrivent à la nappe avec quand même un degré de contamination. En tout cas, cette question avait longtemps été évoquée en 2006 avec le scandale du Probo Koala, notamment le déversement en divers lieux d'Abidjan. 16 points, autant que je sache, 9 ou 16 points de produits hautement toxiques. Alors, quand la météo joue son rôle, qu'elle annonce qu'il va pleuvoir, et dans 73% des cas, voire 83% des cas, il pleut effectivement, donc il y a de fortes pluies. Ces pluies atterrissent dans ce qu'on appelle des puisards. Et les puisards sont en théorie censés accueillir que l'eau de ruissellement, l'eau de pluie. Malheureusement, il n'y a pas que de l'eau dans le puisard. C'est le constat que vous faites. Oui, bon. On y jette de tout, finalement. Oui, je vais rectifier un peu, parce que ça, c'est technique. Okay. Vous avez parlé de puisards. Oui, d'accord. C'est-à-dire que les eaux de ruissellement qui tombent sont accueillies dans ce qu'on appelle des ouvrages de drainage. D'accord. Ce sont des ouvrages qui sont censés gérer les eaux de pluie. Mais effectivement, tout le monde fait le constat à Abidjan que dans ces ouvrages-là, il n'y a pas que de l'eau de pluie. C'est dommage. Et en fait, c'est une des conséquences du déficit d'infrastructures dont j'ai parlé. C'est-à-dire que le développement de l'urbanistique, le développement des infrastructures ne suivant pas le développement démographique, l'urbanisme, démographique et de l'urbanisme, ça fait que les populations sont tentées de se débarrasser un peu de leurs eaux usées comme ils peuvent. Mais quand on se débarrasse de l'eau usée comme on peut, ça coule naturellement. Et lorsque l'eau coule naturellement, les voies qu'elle emprunte, ce sont les voies de ruissellement de l'eau de pluie. D'accord. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que ces eaux-là se retrouvent dans ces canaux-là. Et donc, pour mettre fin à ça, je veux dire, comme je l'ai dit en début d'émission, la mise en œuvre du schéma directeur, c'est parce que le schéma directeur, dans les orientations du schéma directeur, il prévoit ça, de faire l'extension des réseaux d'égouts dans tous les quartiers pour que tous les usagers puissent se raccorder. Si tous les usagers sont raccordés au réseau, le problème est résolu. Le problème est résolu. Il n'empêche que les gens continueront de jeter des sachets dans les... Voilà, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire, voilà, donc le fonctionnement des ouvrages que j'ai appelés les ouvrages de drainage sont vraiment impactés principalement par ces deux problèmes-là. Le rejet des eaux usées qui ne devaient pas y être et puis le rejet des déchets solides qui également ne devaient pas y être. Et donc c'est pour ça que j'ai dit que dans la gestion de la pluie, il y a un volet sensibilisation parce que ce volet-là vise également à faire comprendre aux populations que ces ouvrages-là ne sont pas faits pour jeter des ordures. D'accord. Je ne sais pas si ça va payer cette sensibilisation parce que la ministre Loto, elle a sensibilisé autant qu'elle le peut. Il y a eu des affiches un peu partout en ville. Ça n'a pas changé grand-chose visiblement. Bon, alors, le maire de Koumassi, Cissé Bakongo, a entrepris, et elle a même fait d'ailleurs, de détruire beaucoup d'installations anarchiques. Est-ce qu'on sait pourquoi au niveau de l'ONAD? Parce que la question de l'occupation notamment des bassins d'orage avait été évoquée. Au niveau de Koumassi, bon, il n'y a pas vraiment de bassin d'orage à Koumassi parce que toute la zone sud d'Abidjan, c'est une zone qui est relativement plate. Donc, ce qu'on appelle bassin d'orage, en réalité, il n'y en a pas dans la zone sud. C'est dans la zone nord, surtout du côté d'Abobo, qu'il y a les bassins d'orage. Mais l'occupation anarchique des espaces, c'est vrai, c'est un autre problème qui n'est pas forcément un problème d'assainissement ni de drainage. Mais parfois, ces installations-là sont faites
sur des ouvrages d'assainissement. Quand c'est fait sur des ouvrages d'assainissement, là, en ce moment-là, ça pose des problèmes à l'écoulement des eaux. Mais ce qu'a fait le maire de Koumassi, c'est-à-dire qu'il y a des espaces, peut-être qui sont, lorsqu'on fait les lotissements, il y a des espaces publics qui sont laissés, soit des espaces verts ou des réserves administratives et tout ça. Et les populations viennent les occuper de façon spontanée et anarchique. Et donc, je pense que c'est pour mettre de l'ordre dans cette forme d'occupation-là que le maire a fait des déguerpissements. D'accord. Est-ce que vous avez identifié d'autres zones où il y a des occupations anarchiques de ce type de site? Je dirais que c'est partout à Abidjan. Hein. Bon, donc il faut qu'on casse tout Abidjan, en théorie. Non, je veux dire, c'est pas tout Abidjan qui est anarchique, mais je veux dire partout à Abidjan, il y a des occupations anarchiques. D'accord. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, il y a les occupations anarchiques, c'est des gens qui s'installent sur des espaces où ils ne sont pas propriétaires de façon spontanée. Mais en fait, il n'y a pas que ça qui crée des problèmes à la gestion des eaux pluviales. Et il se trouve qu'il y a des gens qui occupent des espaces qui, normalement, devaient être dédiés à la gestion des eaux pluviales, mais qui les occupent avec des papiers officiels. Souvent, c'est de vrais faux papiers aussi. Voilà. Daouda Konaté, les prévisions pour cette grande saison des pluies, il faut s'inquiéter, il faut s'alarmer, tout va bien? Avant de répondre à la question, je vais peut-être, par rapport aux égouts, enfin aux zones de drainage des pluies, je voulais donner une information. En fait, c'est le dimensionnement de ces ouvrages-là doit tenir compte souvent de l'aspect climatique. D'accord. Je m'explique. En fait, souvent, en réalité, dimensionner un ouvrage à Yopougon n'est pas le même dimensionnement d'un ouvrage à Odéné. Parce qu'il pleut plus à Yopougon, en théorie. Parce qu'effectivement, chez nous, on dit ce qu'on appelle les durées-fréquences des pluies. Lorsqu'un ouvrage est dimensionné pour recueillir 10 litres d'eau en 1 heure et qu'il pleut 50 litres d'eau en 1 heure, évidemment, ça va déborder en ce moment-là. Alors, s'il est dimensionné pour recueillir 10 litres d'eau en 1 heure et qu'il est dimensionné pour recueillir 5 litres d'eau en 1 heure, ça va créer aussi, il peut recueillir sans qu'il y ait débordement sur les routes. Donc, en fait, les bureaux d'études qui font, utilisent l'information météo pour dimensionner les ouvrages. D'accord. C'est très important parce que souvent, on fait les ouvrages sans tenir compte de l'aspect climatique. Parce que nous, on fait des études sur 30 ans en arrière pour savoir quelle est la durée-fréquence des pluies sur une zone donnée. Et en fonction de ça, le dimensionnement des ouvrages peut se... Est-ce qu'ils vous consultent beaucoup et vraiment, ces bureaux d'études? Oui, on a des bureaux d'études qui nous consultent, beaucoup de bureaux d'études qui nous consultent pour pouvoir avoir vraiment des extensions de fréquence. Oh, très bien, donc c'est une bonne nouvelle. Des bureaux de retour sur les ouvrages, en fait, beaucoup. Mais donc c'est une bonne nouvelle, c'est bien. Ça veut dire que tout n'est pas négatif, voilà. C'est très bien. Alors, pour cette saison? Pour cette saison, cette saison, nous sommes déjà au mois de juin. En fait, les tendances sont, pour la partie sud du pays, comme je dis, dans la grande saison, nous sommes pour une tendance pour l'instant sèche, on dirait sèche, déficitaire par rapport à la moyenne générale. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pleuvoir. Ça veut dire que jusque-là, il a plu moins que les années précédentes. Que les années précédentes. D'accord. Par exemple, pour l'instant, sur les cumuls que nous faisons. Mais peut-être que le climat n'a pas dit son dernier mot aussi. C'est ce que j'ai dit, nous sommes au mois de juin. Ouais. Donc, normalement, la grande saison des pluies termine au mois de juillet. D'accord. Donc, on suivait encore la situation. D'accord. Parce que ce que j'ai dit, en fait, on dit saison sèche, mais l'information que je vais peut-être surprendre, c'est qu'en 2018, il y a eu de la pluie, il y a eu des morts. Malheureusement, il y a eu des décès. Mais en fait, quand on fait le cumul, il a moins plu en 2018 qu'en 2019. D'accord. En Côte d'Ivoire. Parce qu'en 2018, il est tombé, ce qui devait tomber en 4 mois, disons, il est tombé 300 mm d'eau en 2 jours, alors que cela devait tomber en 2 mois. Donc, évidemment, ça va faire des dégâts. En 2019, il a plu normalement plus qu'en 2018, mais cela s'est étalé de manière régulière sur la saison. D'accord. Et c'est ce qu'aujourd'hui on est en train de voir. Il pleut de manière régulière, il pleut, il y a des pauses pluviométriques, ça recommence. Donc, mais en cumul, c'est tout à fait supérieur à ce qu'on a vécu en 2018.
Donc aujourd'hui, on ne peut pas se situer sur les tendances avec le réchauffement climatique. Il y a des zones qui vont être plus sujettes à des inondations, des fortes précipitations, et d'autres avec plus de phénomènes de chaleur. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui où on se trouve dans cette... Si. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire que, par exemple, dans la partie nord, à l'ouest, à nord-est, nord-ouest aujourd'hui, il y a un excédent pluviométrique qui va se mettre en place. Dans la partie sud-ouest, sud-est, un déficit. Sud-ouest, un excédent. Ça, on peut le savoir parce qu'on fait des indicateurs, des calculs pour connaître les tendances par région. Aujourd'hui, il pleut plus dans la partie sud-ouest que dans la partie sud-est. En fait, en Abidjan, c'est vrai qu'on a 6 millions d'habitants, mais en réalité, il pleut. Il pleut dans le sud forestier. Il pleut beaucoup dans les régions de Boaké, de Gagnoa, de San Pedro. Il pleut là-bas. Mais à Abidjan, peut-être qu'on ne sent pas qu'il pleut, mais dans la partie sud du pays, en général, on est dans la moyenne normale aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ait eu autant de morts? On a compris l'explication de la météo, des services météorologiques. Du point de vue de l'ONAT, c'était quoi la cause? D'abord, il faut dire qu'il y avait 2 causes. C'est-à-dire, la première cause, c'est que, comme l'a dit le directeur il a plu beaucoup tout à l'heure, il a plu beaucoup. Et donc, comme il a dit, pour dimensionner les ouvrages, on les dimensionne avec les données de la météo. Et aucun ouvrage au monde n'est dimensionné pour faire face à toutes les intensités de pluie. Donc, pour dimensionner les ouvrages, on se fixe un objectif d'intensité de pluie. Donc, tant qu'on est dans cette intensité-là, il n'y a pas de problème. Mais quand on dépasse, forcément, ça Absolument. déborde. Donc, ce qui s'est passé en 2018... Et ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Hein. On l'a constaté aux États-Unis, en France. Voilà. Tout le monde utilise les mêmes méthodes de calcul des ouvrages. C'est vrai qu'en fonction des régions, il y a des spécificités. Et donc, il y a eu ça. Il a plu plus qu'il ne devrait l'être. Donc, ça fait que la plupart des ouvrages existants ont débordé. Et puis, le deuxième aspect, c'est que il y a le déficit. C'est-à-dire, je vous ai parlé de la zone de la Palmeraie où il y a eu beaucoup de dégâts. Parce que, c'est-à-dire, quand vous prenez la zone de la Palmeraie, la rue Ministre, où on a un canal qui longe la rue Ministre, ce canal-là, depuis longtemps, sa capacité est dépassée compte tenu de l'urbanisation qui s'est faite en amont jusqu'à Girogobité, Bessikwa, où là-bas, il n'y a aucun ouvrage de drainage qui est prévu. Donc, c'est-à-dire toutes les eaux qui viennent de là-bas, normalement, cet ouvrage qui est à la rue Ministre n'est pas prévu pour accueillir tout ça. Donc, ça fait que ça a débordé. Est-ce qu'on a des sites dans cette même situation? Et si oui, est-ce qu'il faut craindre justement que ce scénario ne se reproduise ailleurs? Non, aujourd'hui, c'est vraiment la zone la plus critique, c'est vraiment cette zone-là. Et donc, comme j'ai dit, on a des investissements de l'ordre d'un peu plus de 9 milliards qui sont en cours là-bas. C'est-à-dire qu'on devait construire 3 barrages. Et Créteil, les barrages, là, leur rôle, c'est lorsque la pluie est abondante, au lieu de laisser tout s'écouler, on stocke, on crée un volume dans lequel on stocke et puis on laisse passer à débit contrôlé. Ça permet d'éviter les dégâts en amont. Donc, il y avait 3 barrages qui étaient prévus. C'est le plus important qu'on est en train de construire actuellement avec tous les ouvrages aval. Il bloque environ 60% des volumes d'eau de la zone. Et donc, les 2 autres, on les fait. Il y a un qui est prévu sur notre budget de 2020. Donc, on va les réaliser. Donc, vous avez analysé, en dehors de la Palmeraie, il n'y a pas d'autres zones Non, aussi critiques. Aussi critiques. Voilà. Bon, OK, c'est rassurant. On vous invitera si tout se passe bien. On vous invitera également si tout ne se passe pas bien. On marque une pause. Il y a la pub. On revient dans quelques instants. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre pour l'avant-dernier virage de cette émission consacrée à la fois à la météo. On est avec Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale et consacré également aux questions d'assainissement et de drainage. Et on a beaucoup de plaisir d'échanger depuis le début de cette émission avec Aou Kona, qui lui est donc directeur du suivi de l'exploitation de la qualité au niveau de l'ONA. Dans cette émission, on ne parlera pas que de l'eau, on ne parlera pas que des infrastructures, de la météo, rassurez-vous. Il y a parfois qu'il nous arrive de souffler et puis de se relaxer. Il y a le kiff du web, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Et c'est l'affaire de Princesse. Qu'y a-t-il? J'ai vu hier d'une femme
ou de la femme. Quelle est la prière la plus absurde que vous ayez faite, étant adulte ou enfant d'ailleurs? Prière la plus absurde. Il n'y a pas de prière absurde. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin qu'on arrive au stade. Bien sûr, mais franchement. On rêve tous. Je pense que je vous avais dit ma prière d'avoir les cheveux roux. Non, ça n'a pas marché. Ok. Mais bon. J'y ai jamais pensé. D'accord. Qu'on jette moins de choses dans les caniveaux. Jette moins. Une prière, c'est toujours pour avoir. Non, c'est pas absurde. Si on prie pour jeter moins, c'est vrai. Oui, effectivement, c'est toujours pour avoir quelque chose de mieux. Ça dépend de quel côté on se situe en image. Seigneur, protège mon mari des voleuses de mari, afin qu'il ne tombe point dans l'adultère. Ah oui. Et si quand même il tombe, rends-lui impuissant. Oh Seigneur, et si quand même il insiste, coupe. Ah, c'est bon. Coupe pourquoi Oh, même bien, il a compris. Bon, ok, d'accord. Très bien. Sans transition, on a compris, hein d'accord, ok. Bon, ok. Mais c'est pas si absurde, non, finalement? Non, si, un peu quand même. Ouais, parce que en voulant combattre, on combat aussi ses propres intérêts. On se fait harakiri. On se fait harakiri, c'est ça. C'est très compliqué. Est-ce qu'on peut parler des zones côtières? Je sais qu'il y a une météo, enfin, dans vos services, vous avez aussi un service dédié à la météo donc de la côte. Ça fonctionne comment? Oui, on a un service dédié à la météo marine. D'accord. Comme on appelle la météo marine, parce qu'en fait, la météo aussi intervient pour les pêcheurs, pour les navires, la navigation maritime. Pour les avions. Pour les avions. Donc, pour les côtes, on donne des informations aux pêcheurs pour pouvoir les préparer pour aller en mer ou dans les lagunes pour pouvoir leur permettre de détecter où il peut y avoir du poisson. Parce que le poisson va vers les zones les plus froides de la mer. Donc, avec les satellites, on leur indique où est-ce qu'il peut aller. D'accord. Également, aussi, ça, les tempêtes en mer, on peut aussi les informer. D'accord. Pour pas qu'ils aillent et leur bateau puisse chavirer ou pas. OK. En fonction de ceci. D'accord, c'est bien. Également, il y a l'érosion côtière que tout le monde connaît, qui affecte où la côte se avance d'environ 1 mètre tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Donc ça aussi, c'est une problématique majeure aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a des programmes qui existent et nous sommes aussi partie prenante de ce programme-là avec le service océanographique de Côte d'Ivoire, avec également, il y a un projet qui existe, qui a été mis en place par l'État et la Banque mondiale, qui est le projet de résilience des zones côtières, où nous intervenons également pour apporter des informations vraiment de ce projet-là, pour permettre de réduire l'impact de cette agression sur nos côtes. OK, bien noté. Alors donc, la mer, vous parlez des poissons. Enfin, je sais que les défenseurs des droits des animaux vont vous en vouloir. C'est une certitude parce que vous dites allez pêcher les poissons. Mais bon, on a besoin des poissons pour se nourrir. L'eau traitée, drainée, finalement, échoue dans la mer. Donc vous avez un peu ça de commun. J'essaie de trouver une autre transition. Bidon comme d'habitude, mais bon, il faut quand même trouver une transition. De la mer, on extrait le sel qu'on met dans les repas. Et ce soir, dans la famille Tompi, ça parle de sel. Enfin, la famille Tompi, c'est une famille qu'on visite tous les soirs dans la télévision, on regarde. On va voir s'il y a un lien aussi avec la mer. Mais en tout cas, ça parle de sel. Je veux du sel. Ouh, Seigneur Jésus. Voisine. On dit quoi? Voisine. Bonjour. Ça va? Bon appétit. Merci. Tu manges bien, hein? Et tu manges bien fait pour moi. Merci. En fait, je veux juste un peu de sel. Comme j'ai commencé à préparer là. J'ai envoyé pas Zahir là. Attends. Je vais t'apporter ça. D'accord. Elle mange bien. Hein? Ça là, c'est quoi? Mais c'est ça. Hein? Et les enfants? Ça sent bon, hein? Ils vont bien. Et puis c'est un bon morceau. Voici le sel là. D'accord. Voici. C'est beaucoup quand même. D'accord, donc, Oui. Bon, je vais profiter en même temps pour te demander un peu de choses. De quoi? Un oignon quand même. Ah, oignon. Voilà. D'accord. Oignon, hein? Oignon. Ça, là, j'aime bien.
Et puis ça sent bon. Et ton mari? Ça va, il est là-bas, celui. Voici l'oignon. Tu vas mieux mettre ça là. Comme ça, voilà. Bon, chose, comment... Pardon, je te fatigue, il ne faut pas te fatiguer. Non, je ne suis pas fatiguée. Tomate. Oui. Tomate en pâte ou bien boule. Bon, en boule. Boule, c'est mieux. Vas-y, pardon, pas te fatiguer. On est ensemble. Ça là, c'est lapin ou bien c'est poulet? Vas-y, tomate boule. Tu m'as donné beaucoup, hein? Ah, huile. Pardon, huile. J'ai oublié. Non, mets dans sa sachet. Non. Donne, je vais t'aider. Huile, non. Huile. Hey, voisine, il y a quoi? Il faut t'asseoir, on va manger. Non, assieds-toi. Oui, assieds-toi, on va manger. Sinon, je partais préparer. Non, oui, je sais. Mais faut t'asseoir, on va manger en même temps. Tu es sûr? Aïe. Faut t'asseoir, on va manger. De m'asseoir. Oui, voisine. Sinon, moi, j'ai dit que ça sent bon. Et puis, tu manges bien. Ça, c'est quoi? C'est lapin ou bien c'est poulet? Et puis, c'est un bon morceau, hein? Ça, c'est vers la cuisse, là. Daouda Konaté, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Okonan d'être passé par la télé d'ici, nous parler de drainage, d'assainissement. On en sait un peu plus, voilà, c'est déjà pas mal. On marque une pause, ce sera la dernière pause. Juste derrière, ce sera le volet live de la télé d'ici, la T-Band, l'orchestre résident, s'installe dans quelques instants. Restez avec nous. Ce sera tout pour la télé d'ici. Ce soir, on a parlé de drainage, d'assainissement, également de météo. Merci à Pierre, merci à Princesse. On vous laisse pour le volet artistique en compagnie de l'orchestre résident, la T-Band, composée de Daphné, Andy, Kevin, Élisée, Vivien et Geoffroy, qui nous reprennent ce soir 2 titres, I Believe in You de Lokwa Kanza et Elle n'a pas vu de Charlotte Dipanda. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band. Right now. Le soleil viendra, qu'importe le temps, quand tu crois, la vie t'appartiendra. I believe in you.
Maman l'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, elle ne l'a pas vu, non. Et puis on a mal et maman ne l'a pas vu, non, non, non. The boy na no be, na toy the teddy sasanga. When the woman wear, na toy na lucima. I say bina na nika eto wana bena bena mo. Pumi tumbande, bate umbo ekube. Ala betumba, sila la betumba. Ah hey hey, ala betumba, sila la betumba. When mama ni yomba, mama l'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non. Et puis à Nabalé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. À chaque fois que je vois, à la bête en bas, des hauts à te donner. Oh, pourquoi tu vois, j'aimais, on voit un gâteau, non. Oh, yeah, tu vas mouiller, à la bête en bas, si la bête en bas. Aïe, à la bête en bas, si la bête en bas. Ouais, maman n'y en bas, ouais. Maman l'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non. Et puis on a mal et maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey. Elle ne l'a pas vu, non. Et oui, Anna Ballet, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, bébé, hey, bébé, là-bas. Oh, li bébé, nako, li bébé. Hey, bébé, hey, bébé, là-bas. Oh, li bébé, nako, li bébé. Hey, bébé, hey, bébé, là-bas. Oh, li bébé, nako, li bébé. Hey, bébé, hey, bébé, là-bas. Oh, li bébé, nako, li bébé. Elle ne l'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey. Elle ne l'a pas vu, non. Et puis on a mal et maman ne l'a pas vu, non, non, non. Hey, hey. Merci beaucoup. Nati Ben, bravo, good job.